soirée avec un point de vue musulman. Jamel El Amri, donc va avoir la parole. Il me demande, je fais volontiers, de vous signaler qu'il vient de faire paraître un petit ouvrage, biographie de Malek Benabi, une vie au service d'une pensée. Donc, apparemment, ça vient de sortir de presse, hein, je n'ai pas compris l'extrême fin 2007. Si ça jamais s'intéresse certains d'entre vous, vous pourrez en discuter avec lui, le cas échéant, après la discussion. Vous avez la parole. Merci. Je remercie la faculté protestante pour cette invitation, pour cette belle organisation. Merci également à mes prédécesseurs pour leur intervention. La mienne arrive en complémentarité de ce qui a déjà été dit. Merci à vous, monsieur le doyen. Donc, quand on parle de filiation en islam, forcément, il faut poser la question de l'étymologie. Qu'est-ce que la filiation en langue arabe? L'islam est né dans une culture arabe. Donc il y a un mot qui désigne ce que c'est que la filiation. Donc il faut poser la question du mot filiation en langue arabe, nasab. Il faut poser également la question, puisque l'islam est une religion, des occurrences coraniques, de l'exemple prophétique, et également de l'arrière-plan culturel arabe, qui est pour nous, et on le verra au cours de mon intervention, une donnée très importante. Poser la question de la filiation, c'est aussi poser la question du droit musulman. Est-ce que dans une grande histoire de 14 siècles, est-ce que le droit musulman a fait preuve de dogmatisme, ou alors a-t-il été plutôt pragmatique? Poser la question de la filiation, c'est poser également toutes les questions que cette question de la filiation pose aujourd'hui dans les sociétés musulmanes, mais aussi à l'intérieur des communautés musulmanes de France et d'Europe. Enfin, et je terminerai également, il y a aujourd'hui des communautés musulmanes qui s'ancrent dans les sociétés européennes, sécularisées. Il y a des institutions aujourd'hui qui prennent des positions sur le plan éthique sur ces questions-là. Et je terminerai mon intervention sur certaines positions du Conseil européen de la fatwa. Alors, sans plus attendre, la filiation en langue arabe, nasaba, donc une racine en langue arabe, il y a un potentiel de signification d'au moins 19 sens, 19 significations. Je vais vous en donner quelques-unes. Nasaba peut vouloir dire attribuer une chose comme étant à l'origine d'une autre. Nasaba également, Nansaba, peut vouloir dire également composer un poème à la louange d'une femme qu'on courtise. Comme quoi, la langue arabe, effectivement, peut avoir un certain nombre de sens et il est très important de les rappeler. Al-Mutasaba, s'attribuer telle ou telle origine. Tanassaba, prétendre être parent de quelqu'un. Istansaba, interroger quelqu'un sur sa généalogie. Nasaba, Ansab, veut vouloir dire également origine, lignage, famille. Ça peut vouloir dire également tracer, et ça c'est aussi l'arrière-plan culturel arabe, tracer une ligne de chemin, la traînée formée par une file de fourmis. Donc pour vous dire également que la langue arabe est une langue également qui s'intéresse aux observations d'ordre cosmique, écologique, et que Nasaba c'est également cette lignée que plusieurs fourmis pourraient tracer. Si on veut parler également des occurrences coraniques, vous avez 3 grands versets Coran, donc la sourate 25, verset 54, et c'est lui qui, à partir de l'eau, a créé une forme humaine. Alors il lui a donné des liens de famille parmi les hommes et d'autres par les femmes. Ton Seigneur se révèle puissant. Vous avez Nasaban. Un deuxième verset, et ils ont établi une filiation entre lui et les djinns, et ces djinns savaient que cela devait vraiment comparaître. Nasaban encore également. Un troisième verset, Sourate 23, verset 101, quand il aura été soufflé dans la trompe en ce jour, alors plus de lignage entre eux, et ils ne s'interrogent
ansab, ansab. Donc, au moins 1900, trois occurrences coraniques. On peut également parler aussi d'un autre point, c'est-à-dire le nom, l'importance du nom en langue arabe, et c'est une petite introduction à l'anthroponyme. Un nom en langue arabe, ça peut être ce que l'on appelle un surnom métonymique, al-kunya. Vous avez Abou et le nom de mon fils aîné. Abou Diamil, Abou Intel. Pareil également pour, en tant que maman, plus le nom de l'enfant aîné. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la kunya. Ensuite, il y a le nom, qu'on appelle al-ism en langue arabe. L'ascendance al-nasab, donc ibn plus le ism. Par exemple, le deuxième calife de l'islam, son père s'appelait Khattab. Lui-même s'appelait Ibn al-Khattab. On a également dans le nom un autre aspect de la dénomination en langue arabe, c'est al-nisba. Donc un rattachement à une ville, un rattachement à une région, à une tribu, mais aussi à un corps de métier, et enfin même une école juridique. Enfin, on a le surnom protocolaire, al-laqab. Ça peut être un trait physique, ça peut être une prétention, ça peut être un titre politique. Durant la dynastie des Seljoukides, on a eu les Dam al-Mulk. On a également un titre religieux, par exemple, durant la dynastie des Ayyubi, Salah ad-Din al-Ayyubi. Et peut-être pour le titre, chiffrer peut-être un exemple également d'un des fondateurs, enfin, qui a donné le nom à une école juridique, Abu Hanifa. Le nom n'est pas un nom, comme on pourrait le voir aujourd'hui dans nos sociétés, un prénom, un nom, éventuellement un surnom. Là, Abu Hanifa, c'était à l'époque Abu Hanifa, al-Nu'man, Ibn Thabit, Ibn Zuta, Ibn Makhzouban, al-Koufi, donc la ville de Koufa, et en même temps, parce que c'était un grand imam, on l'appelait l'imam al-Arba. Tout ça pour vous dire, voilà à quoi les noms arabes correspondent. Et il y a cette idée de cette filiation à une famille, à un territoire, à un corps de métier, à un corporatisme finalement, en tout cas un début, en tout cas certaines velléités. Donc, il était important de rappeler ces points-là, à la fois sur le plan religieux, mais l'arrière-plan également culturel arabe. Alors, le droit musulman, est-ce qu'il a été dogmatique, est-ce qu'il a été pragmatique? Donc quand on parle effectivement du droit musulman, de quel droit musulman parlons-nous? On a au moins trois grandes écoles théologiques, le sunnisme, le chiisme, le khaligisme, et à l'intérieur même de ces grands courants théologiques, vous avez une pluralité d'écoles juridiques. Dans le sunnisme, il y en a 4 qui ont traversé, on va dire, les siècles, mais il y en a eu d'autres. Il y en a eu même jusqu'entre 15 et 20, selon les chiffres des historiens. Dans le chiisme, c'est pareil. Dans le khaligisme également. Donc, il est difficile de parler d'une position du droit musulman sur telle question. Il y a une pluralité d'avis. Et cette pluralité d'avis, elle, finalement, elle s'est exprimée dans un espèce de cadre où des Chafiri, l'imam Chafiri, qui a donné le nom à une école de chafirisme, on a une réflexion sur les fondements du droit. Et progressivement, à partir d'Al-Razali et même jusqu'à Chatibi, Chatibi qui est un savant andalou, on a eu une réflexion sur les finalités du droit musulman. Et dans les finalités du droit musulman, je vous les cite, Din, la religion, Nafs, la vie, L'aql, la raison, Al-mal, les biens, mais aussi, en 5e position, Nasab, la filiation. Donc, la filiation fait partie des finalités du droit musulman. Alors, était-il dogmatique ou pragmatique? À l'intérieur de ce cadre-là, il y a eu, si vous voulez, une pluralité d'écoles juridiques, mais en même temps, dans son rapport qu'une école juridique pouvait avoir avec une société, il y avait beaucoup de pragmatisme. Il y avait effectivement la charia, la loi islamique,
Et cette loi islamique, il y avait la loi islamique d'un côté, mais il y avait aussi le droit coutumier. Et il y avait, si je puis dire, des accommodements raisonnables dans l'histoire. Et ces accommodements raisonnables aujourd'hui, dans les sociétés musulmanes, parfois on a des choses qui ne font pas forcément partie de l'islam, mais qui ont apparu. Ben ça, d'une société à une autre, d'une dynastie à une autre, ben dans les négociations, il n'y avait pas forcément, il n'y avait pas de consensus sur tout. Mais, et c'est important de le rappeler, il y a toujours eu de la négociation entre ce qui relevait de la loi islamique et le droit coutumier. Donc, encore un peu de temps ? Très bien. Donc, sans plus attendre, parce qu'on pourrait, c'est une très grande question, et malheureusement, en 15-20 minutes, il est difficile d'aborder toutes les positions du droit musulman sur cette question-là. Moi, je vais terminer sur aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a des vrais bouleversements depuis un peu plus de 2 siècles, avec également, je pense également que le colonialisme européen dans les sociétés musulmanes a poussé aussi, a fait craqueler un certain nombre de choses, a cassé certaines institutions, et donc du coup a poussé également les savants de l'islam dans les sociétés musulmanes à se poser un certain nombre de questions. Et ces questions-là sont posées également, dans un premier temps, avant que l'on arrive à toutes ces questions type PMA ou autres, sont posées à travers la place de la femme dans la société. Ça a soulevé beaucoup de questions. Et ces questions-là, finalement, ont poussé également beaucoup de femmes musulmanes à lutter à leur manière contre les dérives du patriarcat, élaborer ce qu'on pourrait appeler entre guillemets des féminismes islamiques à l'intérieur même de ces sociétés-là, et les sociétés ont bougé de l'intérieur. C'est intéressant aussi de mettre le focus sur les dynamiques internes, puisqu'à partir de là, on a commencé aussi à se poser des vraies questions sur le mariage, des vraies questions sur le divorce, des vraies questions sur l'héritage, sur la suprématie de l'homme dans les sociétés musulmanes. Et ça a abouti aussi au Maroc en 2004, par exemple, à la Moudawana, la réforme du statut, du code du statut personnel. Et il y a eu d'autres expériences dans les sociétés musulmanes. Donc on s'est posé effectivement un certain nombre de questions. La répudiation également, le divorce féminin également, la filiation, l'adoption également. Et toutes ces questions, on va essayer de les aborder les unes après les autres. Alors la filiation, en islam, elle se définit par le fait de porter le nom de son père et de pouvoir hériter de lui. Cette dernière disposition découlant juridiquement de la première dans le droit musulman classique, le sang en islam n'est pas conçu comme une substance transmettant la filiation, mais comme métaphore des relations de parenté. En revanche, le sperme, lui, joue un rôle essentiel dans l'établissement de la filiation patrilinéaire en islam. Donc, l'interdit, si vous voulez, de la parenté adoptive en islam témoigne surtout de l'impossibilité de penser une filiation sociale qui ne serait pas fondée sur le biologique. Et plus justement, si on veut être encore un peu plus précis, plutôt que d'interdire toute forme d'adoption, comme on le dit très souvent, l'islam limite, si vous voulez, les effets juridiques de l'adoption au point de vue de la filiation. Une forme d'adoption, mais qui est clairement opposée à la filiation. L'interprétation d'une des sourates, la sourate 33, verset 4, a ouvert la reconnaissance d'une forme particulière d'adoption qui porte le nom en arabe de kafala, dans certains pays du Maghreb, tels le Maroc ou encore l'Algérie. Donc, cette adoption, qu'est-ce que c'est? Cette adoption, c'est une procédure qui, en islam, permet à un enfant d'être recueilli par une famille, sans toutefois porter le nom ni hériter de ses adoptants. J'aurais pu également parler de l'exemple prophétique en introduction, notamment avec l'un de ses fils adoptifs, Zayd ibn Haritha, qui lui-même avait été adopté par le prophète de l'islam avant même qu'il soit prophète. Et à travers son exemple,